Putain de coquille vide, ce World Liberty Financials. Ouais, il y a pas mal de trucs. Vous allez voir, je vais vous en parler. Je vais vous repartager mon écran, les mecs. Hop, je vais continuer sur ce que je voulais vous dire. Et on va parler justement du World Liberty Financials parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter par rapport à ça. Alors, l'une des news que je voulais vous reparler tout à l'heure aussi, parce que ça, les entreprises, évidemment, ça n'arrête pas, hein, elles continuent toujours d'acheter. MetaPlanet, qui détient aujourd'hui 20 000 bitcoins, d'accord, qui veulent émettre, un peu comme Michael Saylor, hein, mais 11,5 millions d'actions pour racheter en fait du BTC. Ils veulent en racheter à mort en utilisant des effets de levier et en diluant un petit peu leurs actionnaires. Donc, et en général, jusqu'à présent, ça a été quand même plutôt rentable de pouvoir le faire. Mais voilà, effet de levier, donc ils continuent de vouloir le faire comme ce que fait Michael Saylor. Ce qui interroge et ce qui en revient un peu avec des interrogations que j'ai pu voir dans la section commentaires, c'est qu'en ce moment, Warren Buffett, ça fait des années maintenant qu'il fait ça, mais il est toujours assis sur une pile de cash qui est monumentale. Je ne sais plus combien il avait dernièrement, mais 350 milliards, 350 milliards de cash que Warren Buffett détient. En général, historiquement parlant, quand il détient autant de cash disponible ou sur des obligations court terme, etc., c'est que très souvent, il n'est pas raccord avec les valorisations qu'on a sur le marché. En général, il considère qu'on est plutôt sur des niveaux super importants et force est de constater qu'il y a eu des performances qu'on a eues sur le marché et qu'il continue en fait de builder son portefeuille en cash. C'est quand même assez impressionnant. 350 milliards de dollars en cash, c'est quand même un truc de fou. Donc évidemment, ça interroge quand on comprend un petit peu les cycles, quand on comprend les mouvances de marché sur les cycles classiques, actions, obligations, métaux précieux. Regardez les métaux précieux aujourd'hui comme l'or, ça continue encore de breaker l'ATH sur ATH. On est sur une super tendance sur l'or et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait immédiatement. On est toujours sur une politique de quantitative tightening. Les gens n'ont pas forcément envie de prendre énormément de risques. On le voit, hein. Bitcoin, grosse dominance encore en ce moment. Les alts qui surperforment pas. L'or qui performe très bien. L'argent qui commence à suivre aussi et rattraper le retard qu'il avait par rapport à l'or. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite. Mais pour l'instant, on est clairement dans des conformations de marché où les gens ont sensiblement pas forcément ultra envie de prendre des risques. En tout cas, c'est un peu mitigé, quoi. On est toujours sur des taux élevés, quantitative tightening, ça aussi j'en ai parlé tout à l'heure. Potentiellement une baisse de taux, mais voilà, ça ici, évidemment que ça interroge. Je vous y jetterai un coup d'œil sur cet article, il est intéressant. Il vous parle du ratio du Buffett Indicator, de pas mal d'autres choses, de regarder historiquement parlant où est-ce qu'on se situe par rapport à l'explosion de la bulle Internet. Quand vous regardez le market cap du Nasdaq par rapport en pourcentage de M2, d'accord, en 2020, quand on a eu l'explosion de la bulle Internet, on était à 110, 120%, quoi, à peu près un peu plus de 120%, 130%. Quand on regardait ce ratio, aujourd'hui, on est à 176%. 176%, c'est un truc de fou. C'est quand même super élevé. Et donc, évidemment, les gens se disent surélevé, surélevé, surélevé. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle? Est-ce qu'on est sur un marché surévalué? Il y a pas mal de choses que je vous avais présentées sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Je vous avais montré avec des vraies datas que oui, aujourd'hui, si vous regardez un certain nombre d'indicateurs, on est sur un marché qui est surévalué. Par contre, beaucoup de gens criaient à la surévaluation quand on était dans les années 96, 97, etc. Puis il a fallu attendre plusieurs années avant d'atteindre l'explosion de la bulle et avoir cette correction. Tout comme après, quand on a eu la crise des subprimes en 2008, et c'est là où le Bitcoin a été lancé, on a eu une baisse, mais il a fallu un certain temps avant que les gens qui criaient en fait à la spéculation et à la bulle puissent avoir raison. Et donc là, forcément, on est dans des conformations de marché où en fait on n'a jamais été aussi haut sur cet indicateur, sur le Buffett Indicator, sur pas mal d'indicateurs qui dénotent une certaine surchauffe sur le marché et que si demain, on a la remise en place, baisse des taux, impression monétaire et on repart sur le quoi qu'il en coûte, un peu comme ce qu'on avait eu sur 2020 avec le Covid, évidemment que inflation importante, explosion à la hausse des actifs, mais à un moment donné, on va le payer à un moment donné ou à un autre. Voilà. Vous y jetterez un coup d'œil. Cet article, il est vraiment pas mal. Je passe assez vite dessus pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Et puis, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Mais évidemment que ça interroge et que si demain, on a un vrai crack sur la partie bourse et tout, il n'y a pas de raison que sur la crypto, on n'ait pas non plus ce genre de problématique. Il y a également aussi cet article que j'ai trouvé intéressant parce que il y a quelques années en arrière, on vous avait fait une vidéo avec Mickaël qui vous montrait quels sont les actifs aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les adresses qui possèdent le plus d'Ether.
en 2025. Alors, on l'avait fait en 2019, on l'avait fait en 2021 et là, on le refait en 2025. Cette liste a pas mal changé parce qu'on a eu l'arrivée évidemment des ETF et on a eu l'arrivée des entreprises qui achètent. Donc, ce qu'ils expliquent, c'est que globalement, on a toujours des gros protocoles qui possèdent une partie d'Ether, mais qu'on a quand même aujourd'hui de plus en plus d'entreprises avec les fonds d'investissement qui se placent beaucoup plus que ce qu'on avait pu avoir historiquement parlant. Donc, par exemple, là, si on regarde, parmi les gros portefeuilles, on va avoir évidemment Coinbase, Binance, Robinhood, Upbit. Et puis après, on va en avoir d'autres, comme par exemple évidemment Vitalik Buterin. On va avoir Bitmine, Sharplink Gaming, Bit Digital, BTCS qui pareil, qui est une autre entreprise qui va permettre d'investir directement sur la partie crypto. Et on a des milliardaires aussi en Ether qui ont pas mal changé parce qu'il y en a beaucoup qui sont des nouveaux un peu milliardaires. Alors, on ne connaît pas leur nom, mais il y en a aussi beaucoup qui ont acheté, comme là, la dernière baleine, que je vous ai montré la dernière fois, mais une baleine qui avait 11 milliards en Bitcoin, qui a acheté pour 4 milliards de dollars en Ether. Donc, il y a des nouvelles baleines en fait qui arrivent à l'intérieur. Et parmi celles qu'on connaît, qui existent depuis un certain temps, on a Vitalik, évidemment. On a le cofondateur de LVB Bank qui détenait, ça c'est assez triste, mais qui détenait 250 000 Ether lors de l'ICO en 2014. Alors, c'est une malheureuse histoire, mais en fait, il a perdu l'accès à sa clé privée. D'accord, Rein Lomus. Donc, tout le monde connaît son adresse et tout. Il avait 250 000 Ethers qu'il avait acheté lors de l'ICO. Je crois que c'était 60 000 dollars. Aujourd'hui, ça vaut plus d'un milliard. Alors, avec la correction, ça peut-être un peu moins, mais à l'époque, ça valait un peu plus d'un milliard. Les frères Winklevoss qui possèdent Gemini, etc., qui possèdent entre 150 000 et 200 000 Ethers. Joseph Lubin, qui est le cofondateur d'Ethereum, qui posséderait environ 500 000 Ethers, donc 1,2 milliard. Un autre cofondateur d'Ethereum qui détiendrait entre 50 000 et 100 000 Ethers. Donc voilà, il y a quand même des très gros porteurs avec des entreprises, des nouvelles baleines qui commencent à rentrer à l'intérieur, des grosses baleines sur BTC, certains qui détenaient des bitcoins depuis 2011, qui ont décidé à cette fois-ci de switcher. On vous en avait pas mal parlé. La dernière, c'était sur un clip vendre 24 000 dollars d'Ether, 24 000 BTC, pardon, directement pour acheter de l'Ether. Donc, on a des nouvelles baleines comme ça qui arrivent, des multimilliardaires qui commencent à arriver directement sur Ether. Et évidemment, parmi les entreprises, ça aussi, on vous en parle depuis un certain temps, mais la vitesse à laquelle des boîtes comme Bitmine achètent de l'Ether, la dernière fois que j'avais vu, c'était 10 à 15 fois plus rapide que l'accumulation qu'avait pu faire MicroStrategy sur BTC, quoi. C'est assez fou. Donc, Sharplink Gaming, qui ont pour objectif d'avoir 1 million d'Ether, ils ont atteint 84% de leur objectif. On a Bitmine qui veulent avoir 5% de la total supply et aujourd'hui, ils ont 1,54%, donc presque 2 millions d'Ethers. Donc, c'est quand même assez fou. Ils ont 31% de leur target. Et regardez la vitesse à laquelle les Ethers sont accumulés. Si je zoome par rapport à ça, sur les 7 derniers jours, on a eu une émission d'Ethers de 18 000, à peu près 19 000 Ethers pour récompenser les validateurs. Mais au total, entre les entreprises, entre les ETF et ce qui est brûlé, avec le IP 1559, on a eu une suppression de la total supply de 337 000 Ethers. Donc, soit 19 fois supérieur à l'émission des nouveaux jetons. C'est quand même assez fou. Si on prend sur les 30 derniers jours, on a eu moins 2,5 millions d'Ethers qui sont sortis de la total supply, qui sont sortis de la circulating supply, pardon, de ce qui est disponible. Donc, 1,7 million qui ont été accumulés par les entreprises, presque 1 million qui ont été accumulés par les ETF et 4200 Ethers qui ont été brûlés. Et il y en a 80 000 qui ont été mintés. Ça veut dire qu'il y a une accumulation sur les 30 derniers jours 32 fois supérieure à l'émission des nouveaux Ethers. Voilà, donc ça, c'est quand même assez fou. Et depuis le merge, alors là, ça vous montre, parce que ça prend quand même beaucoup plus long terme. Là, c'est un peu plus cohérent, je trouve, même si sur le court terme, on voit qu'il y a une accumulation qui est quand même assez dingue. On voit sur le jour, on voit sur la semaine, le mois, et là, depuis The Merge. Donc, depuis The Merge, il y a eu une émission de 2,5 millions d'Ethers. Par contre, au total, il y a eu 10 millions d'Ethers qui ont été accumulés. 3,5 millions par les entreprises, presque 7 millions via les ETF et 2 millions qui ont été brûlés, quoi. Donc, il y a toujours plus d'accumulation et de sortie de la circulating supply que d'émissions de nouveaux coins, quoi. Donc ça, c'est quand même assez fou. Il y a une accumulation depuis The Merge qui est 5 fois supérieure à l'émission. Et sur les 30 derniers jours, regardez, ça s'est accéléré, quoi. C'est 32 fois supérieur. C'est vraiment assez fou, ce qu'on est en train d'observer en ce moment.
Et si vous regardez, même là sur le jour, si je me mets juste sur le jour, là regardez, hein, l'activité récente, rien que sur le 2 septembre, d'accord. Donc là aujourd'hui on est le 3, mais le 2 septembre, on a eu une sortie de chez AV de 6 000 Ethers, mais on a eu The Ether Machine qui en ont acheté 150 000 Ethers, Sharpling Gaming qui en ont acheté là, le 2 septembre 39 000, 74 000 par Bitmine, et Yongfeng Financial, ça aussi j'en ai pas parlé, 10 000 Ethers qui ont été achetés. C'est l'une des boîtes de Jack Ma, hein, qui est le fondateur d'Alibaba, AliExpress, etc. Vous connaissez sans doute. Donc là aussi, il y a des très grosses boîtes qui se placent sur Ether. La dernière, c'est Yongfeng Financial, vous y jetterez un coup d'œil. Donc c'est quand même assez historique, hein, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et qui confirme ce que je vous explique depuis un certain nombre de temps sur la chaîne YouTube. Donc là, on va rentrer tout de suite sur le sujet que je voulais vous présenter également, sur le World Liberty Financials. Alors, ils l'ont lancé là récemment, je crois que c'était hier qu'ils l'ont lancé. Alors, on voyait qu'il y avait énormément d'engouement avec les contrats futurs, produits dérivés, l'open interest et toutes ces choses-là. On voyait qu'il y avait énormément de demandes. Vous jetez un coup d'œil sur cet article, il vous expliquait un petit peu qu'il y avait évidemment énormément de spéculation parce que, comme ce qu'on avait eu en fait avec le Trump, le Melania, il y avait beaucoup de spéculation là-dessus. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont restés sur le carreau, qui sont fait rug pull qui sont fait niquer par le président des États-Unis. Donc les gens, on va dire, d'une certaine manière, n'apprennent pas, même si on ne va pas comparer non plus ce qu'a fait Trump avec son meme coin et le Melania qui a été lancé après par sa femme. Le World Liberty Financials, vous allez voir que l'objectif, c'est quand même de proposer un certain nombre de services, même si en termes de valorisation, pour moi, aujourd'hui, c'est complètement déconnant. Et surtout, ce qui est super intéressant de comprendre, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, il y a une asymétrie des informations. C'est-à-dire que dans l'investissement de manière générale, quand vous avez une asymétrie comme ça de l'information, ça s'appelle clairement du délit d'initié. On sait que, évidemment, ça se fait de partout. Nancy Pelosi, en finance rallye, elle est très connue par rapport à ça. Ça existe évidemment énormément aussi en crypto. Mais sur le World Liberty Financial, c'est quand même assez dingue parce qu'il y a des insiders importants sur ce genre de projet, des proches de Trump qui avaient l'idée du lancement du token avant même que ça arrive. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une asymétrie de l'information sur ce que ferait potentiellement le World Liberty Financials, parce qu'au moment où ça avait été lancé lors de l'ICO, ça fait depuis maintenant un certain temps, il n'y avait aucune information. Et même aujourd'hui, je trouve que les informations qui sont présentées, des moments on entend un peu tout et son contraire, et c'est très compliqué de se faire une idée de ce qu'ils vont proposer, etc. Donc vous allez voir, on va en parler tout à l'heure et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais force est de constater que ceux qui sont rentrés lors de l'ICO, ils ont fait des super multiples. Voilà. Par contre, l'ICO, ça a été, on verra un peu tout à l'heure aussi, mais ça a été au départ un fiasco, hein. Ils avaient essayé de lever de l'argent, mais au final, personne ne voulait investir dessus. Et c'est après des gros porteurs comme Justin Sun et puis comme Arthur Hayes qui ont décidé de donner pas mal d'argent. Comme le plus gros porteur en fait sur le token Trump, c'était Justin Sun en fait. Donc, ils ont décidé de le faire pour des raisons spécifiques et pour faire parler d'eux. Et puis là, ça leur a très bien réussi. Mais voilà. Pour moi, j'ai quand même un certain nombre de questionnements sur le World Liberty Financials parce que voilà, on a vu ce que ça a donné. Quand on voit les performances aussi, vous allez voir, hein, mais de ce que ça représentait en termes de valorisation pour la famille Trump, le World Liberty Financials, ils ont gagné plus d'argent et ça représentait aujourd'hui l'actif qui a le plus de valeur de toute la famille Trump, au-delà de l'immobilier, au-delà de toutes les boîtes qu'ils ont créées. C'est quand même assez fou, hein. C'est-à-dire qu'ils pendant très longtemps, ça a été une famille qui ont craché sur la crypto. Et là, ils se sont lancés dans la crypto pour extraire. Pour moi, ils sont dans une dynamique de max extract. Ils veulent extraire un maximum de valorisation, aller via les mêmes coins, via les projets qu'ils lancent, qui sont pas révolutionnaires non plus, il faut pas déconner, hein. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire avec le World Liberty Financials, même si ça apporte un certain crédit à la crypto, c'est un AV, mais en moins développé. Parce que même aujourd'hui, la plateforme de lending, borrowing et tout, ça n'existe pas. Aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez faire avec le World Liberty Financials, c'est avec le lancement de leur stablecoin, l'USD1. Mais c'est tout, hein. Donc évidemment, vu que ça reste un gros projet, ils ont fait des partenariats à droite à gauche, ils ont acheté des projets comme par exemple le CRO en disant ok, tu nous listes le projet, l'USD1, et puis on fait des partenariats un peu à droite à gauche, et puis nous avec le Trump Media, on va te racheter une partie de tes tokens. Donc après, c'est des jeux business, hein, tout simplement, qui ont pu surprendre pas mal de gens. Mais faut comprendre aussi que le World Liberty Financials, là où la famille Trump gagne beaucoup d'argent, c'est même pas avec le token, ils ont gagné beaucoup d'argent, hein, mais c'est même pas avec ça où ils vont gagner le plus d'argent. Là où ils veulent gagner le plus d'argent, je
crois que c'est que 60% des rendements qui sont effectués avec l'USD1, donc leur stablecoin, c'est reversé à la famille Trump. Donc en fait, eux, leur objectif, c'est de populariser et de développer un maximum leur stablecoin, parce que 60% des performances et des frais et de tout ce qui sera généré en termes de profit avec ce stablecoin, bah, ça sera reversé à la famille Trump. Donc c'est là où ils vont vraiment gagner de l'argent. C'est pour ça que des moments, ils ont un intérêt à se dire, OK, bah tiens, un gros porteur de projet, on va vous donner un maximum du token World Liberty Financials. Parce que derrière, pour eux, ça peut leur permettre de populariser encore plus leur écosystème et puis leur USD1. Et c'est là où ils vont gagner de l'argent. Mais en fait, qu'on ne se trompe pas, hein, ils gagnent de l'argent, ils ont gagné de l'argent avec leur même coin, ils ont gagné de l'argent avec la vente de leur token World Liberty Financials, ils vont gagner de l'argent avec l'USD1, etc. Et quand on regarde la valorisation, vous allez voir, hein, la valorisation du World Liberty Financials aujourd'hui par rapport aux gros du marché qui sont là depuis un certain temps et qui ont un produit fonctionnel, parce qu'aujourd'hui, le World Liberty Financials n'a pas de produit fonctionnel. Pour l'instant, c'est toujours, on a juste l'USD1 et c'est tout. Et du coup, évidemment, ça interroge, hein, parce que l'intérêt aussi de ce World Liberty Financials, pour l'instant, de ce que je vois, il vous parle de burn. Donc, tiens, on va utiliser une partie des profits qui sont faits par le World Liberty Financials pour faire du burn et puis sortir une partie de la circulating supply. OK, donc ça, on le voit de plus en plus. Mais de l'autre côté, on vous parle surtout que c'est un token de gouvernance. Mais un token de gouvernance sur quoi? C'est là où c'est compliqué. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie asymétrie de l'information. Donc, ce qu'on avait au départ, avant le lancement du World Liberty Financials, le token, c'est qu'on allait avoir 24,6 milliards de jetons qui allaient être sortis et qui allaient être disponibles directement lors du lancement. Donc, on a eu ensuite le diagramme et puis ce qui a été débloqué. Donc, 25% en fait de la total supply qui a été débloquée. Donc là, vous avez tout le détail, ce qui a été vendu lors de la public sales, ce qui a été donné pour la team, les advisors, la community, enfin la communauté pour les incentiver à aller sur le projet, etc. Tout ce qui est gardé pour des réserves des partenaires stratégiques, etc. Gardé en tant que liquidité. Voilà, vous avez tout le détail ici, d'accord. Mais évidemment, vous avez évidemment une grosse partie qui est gardée pour les advisors, pour les insiders en fait du projet. Et surtout, il y a un moment donné, je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait une rumeur comme quoi le World Liberty Financials, et j'ai pas trouvé le truc, mais pour moi, je crois pas que ça s'est fait. Il y avait une rumeur comme quoi AV allait recevoir 8% d'allocation sur le World Liberty Financial. Il s'est avéré qu'au final, ça n'était pas le cas. Et du coup, ils ont refait marche arrière. Et au final, s'ils avaient eu cette 8% d'allocation, ça aurait été le plus gros banger de presque toute l'histoire de la crypto, parce que avec une entrée à 0,015, vous allez voir, hein, sur le token initial lors de l'ICO, évidemment que AV aurait eu des belles perfs, et surtout les détenteurs du token AV, vu qu'ils sont incentivés aussi sur les performances et sur les rendements que génère aujourd'hui la plateforme AV, s'ils avaient eu ça, ils auraient eu, à mon avis, un très beau boost de performance et de retour sur investissement. Il semblerait que ça n'ait pas été le cas et que du coup, ils n'aient pas eu d'allocation sur le World Liberty Financials. Mais voilà, je vous laisserai me confirmer là-dessus si vous avez eu plus d'infos que moi. Pour moi, ça avait été une connerie et ça n'avait pas été le cas. Donc voilà au niveau un petit peu de la tokenomics, si je continue un petit peu sur le truc. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parmi ceux qui sont rentrés tôt, parce que au départ ça a été un fiasco, hein, personne ne voulait investir dans cette saloperie au départ. Donc il y a quand même des gros qui sont rentrés, comme Justinson, qui a reçu 600 millions quand même, hein, du World Liberty Financials, valorisé à l'époque, parce que là évidemment ça a baissé un petit peu à 145 millions de dollars, et qui représentait 20% de l'ensemble de l'allocation qui a été versée. C'est-à-dire que sur le déblocage, il y a eu 25% de la total supply qui a été débloquée. Et sur ces 25%, il y a 20% du coup qui a été donné à une seule personne, voilà, qui était Justinson. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure des partenariats qui avaient pour objectif de populariser l'USD1, etc., parce que c'est là où en fait ils gagnent de l'argent. Donc il y a des news comme ça qui peuvent popper, on ne comprend pas trop pourquoi, mais de se dire, ok, en fait, tiens, tu vas lister l'USD1, et puis tu vas lister le World Liberty Financials et tout, et puis nous, le Trump Media, qui est le groupe en fait de Trump, hein, qui est la boîte de Trump, qui est valorisée à plus de 4 ou 5 milliards, je crois, aujourd'hui, dit ok, on va avoir en réserve stratégique du CRO, mais c'est même pas parce qu'ils croient au CRO, c'est simplement parce que voilà, il y a des jeux derrière business et que même s'ils achètent du CRO, évidemment ça va avoir un effet news, mais que derrière ils vont gagner bien plus simplement parce que il va y avoir du listing, ça va populariser leur projet, etc., etc. D'accord.
Donc ça, c'est quelque chose de super important. Et ensuite, quand on regarde la charte, donc quand ça s'est lancé, évidemment, comme chaque charte, bah, ça pète, hein, ça monte à la hausse, ça monte à 32 centimes. On est passé, là, si je regarde ici, le lancement de l'ICO, c'était les premiers prix, c'était 0,015, d'accord, et sinon, c'était 0,05. D'accord. Donc, ça dépendait de votre round de vesting, si c'était la première ou la seconde round de vesting. Mais dès le lancement, il y en avait certains qui étaient déjà sur un x20. Donc, je ne sais plus qui c'est qui disait dans les commentaires que le World Liberty Financials allait monter à, je sais pas, 350 $ l'unité. Bon, vous allez voir qu'en termes de market cap, c'est juste pas possible. Parce que même là, on était à 20 milliards de capitalisation, quoi, sur un projet qui a rien. Hein. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a rien. Sachant que Trump, donc la valorisation de sa boîte aujourd'hui à Trump, c'est 4,7 milliards. D'accord. 4,7 milliards. Si vous regardez des projets, alors on était ranké beaucoup plus haut, hein, là je ne sais plus où est-ce que c'est ranké, on est ranké 27e, mais on était monté à 16, 17e sur un projet où il n'y avait clairement rien à l'intérieur, avec un groupe qui fait quand même de l'immobilier, qui fait quand même un certain nombre de choses, qui était valorisé à 6 milliards, 5 milliards. Donc dites-vous que Trump lance un projet où il n'y a rien dedans, c'est valorisé 4 fois supérieur à l'ensemble de tous les actifs qu'il possède aujourd'hui et de la boîte qu'il possède aux États-Unis. Donc ça interpelle personne, mais moi je trouve que c'est quand même assez fou. Le plus gros concurrent à World Liberty Financial, en tout cas ce qui se rapproche le plus, c'est AV. Donc là, si ça veut bien zoomer un peu, c'est pas grave, ça met un certain temps. C'est pas grave, on va le retrouver. AV, voilà, AV, market cap 5 milliards. D'accord. AV, aujourd'hui, c'est celui où il y a le plus de TVL, le plus utilisé et ce que vous voulez. Néanmoins, on remarque quand même qu'on était à 5 milliards de TVL. On parle d'un projet, la World Liberty Financials, qui essaye de faire à peu près la même chose potentiellement, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Si vous allez sur le site du World Liberty Financials, vous avez l'USD1 et tout le reste, l'application, le lend, le borrowing, ça n'existe pas. Hein. Aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. D'accord. Hein. Donc, pour l'instant, ça reste une coquille vide. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une asymétrie de l'information sur ce genre de sujet. De se dire qu'une valorisation de 20 milliards sur un projet comme ça, enfin moi en tout cas je ne suis pas à l'aise d'acheter ça. Les gens décident de faire ce qu'ils veulent, mais moi j'achète pas ça. Surtout quand on voit que bah, y a des gros hein, comme Justin Sun qui sont sur des plus-values monumentales. Évidemment, ces gens-là vont sortir à un moment donné. Je parle même pas de Trump, je parle même pas de tout le reste. Sur un projet qui est valorisé, qui était valorisé 4 fois supérieur à la boîte qui possède aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont gagné plus d'argent avec le lancement de ce projet-là que tous les actifs et toute la valorisation et de tout ce qu'ils ont fait depuis la famille Trump, depuis la création de la famille Trump. Quoi. Voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, pour moi, aujourd'hui, ils sont dans une disposition où ils essayent de mass extract. Quoi. Ils veulent extraire un maximum de valorisation comme ils peuvent. Ça ne veut pas dire que c'est un scam. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un scam. Mais de là à se dire que c'est l'avenir, que c'est là où on va faire le plus de performance, moi, perso, j'y crois pas. Même si, évidemment, qu'on peut aller plus haut. En alt-season, il y a tout qui peut augmenter. Mais un projet qui est valorisé même plus que AV, alors qu'il n'y a même pas cette plateforme aujourd'hui disponible. Bon. Et quand on voit qu'il y a des personnes qui sont encore sur des plus-values, sur des x10, x15, voire même bien plus pour ceux qui sont rentrés lors de l'ICO, et avec beaucoup d'argent, je ne suis pas à l'aise. Et surtout quand on le compare avec des concurrents, comme j'ai dit, hein, comme AV, qui sont quand même des gros leaders. Hein. Là, on ne peut pas dire que c'est un petit projet, on est quand même sur des gros leaders. 5 milliards de capitalisation, les mecs. Hein. 5 milliards de capitalisation. Et on a une TVL qui est quand même super importante. Ça fait partie des plus gros projets. TVL, 40 milliards de TVL. On parle de 40 milliards de TVL. Là, sur le World Liberty Financials, on parle d'une TVL de rien du tout. On parle de rien. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, c'est soit ça vise à faire un truc qui est encore plus extraordinaire et auquel cas, on n'a pas l'information. Ou sinon, bah, on achète un projet qui est surévalué. Quoi. Voilà. Donc, on verra. On verra un petit peu ce que ça va donner. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même des news qu'on n'avait pas avant. Hein. Lors de l'ICO, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune news. Tu achetais un projet, tu ne savais même pas ce que c'était. Tu ne savais même pas ce que ça allait faire. On disait que ça allait être un token de gouvernance. C'est pour ça que ça a été un gros flop au début et que personne ne voulait investir. Et là, on commence à avoir des trucs. On commence à avoir des trucs où on nous dit on va être capable de faire du buyback et de burn une partie de la supply. Donc là, on commence à avoir des infos au compte-gouttes. Mais je reste persuadé que ça, pareil, c'est un peu une économie à deux vitesses et que beaucoup de personnes avaient déjà l'information avant la majorité des gens, en fait, tout simplement. Donc, mon avis sur le sujet, c'est que je ne suis pas à l'aise, personnellement, à acheter un projet qui est valorisé comme ça, à l'heure actuelle. Est-ce que je pense que c'est un projet qui est un scam? Je ne pense pas. Est-ce que je pense que ça va être rentable pour la famille Trump? Ça l'est déjà et ça le sera d'autant plus dans les prochaines années. Est-ce que je pense que
c'est décent d'avoir une valorisation comme ça quoi, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure? Non. Par contre, on n'est pas à l'abri d'avoir un banger sur l'application, avoir un truc qui change complètement la donne sur la partie crypto. Mais franchement, j'y crois pas. Voilà. Aujourd'hui, sortir un stablecoin, on en a déjà plein. C'est pas un truc qui révolutionne, c'est tout. C'est juste une part de marché supplémentaire. D'aller récupérer des parts de marché et 60% des profits sont faits sur ces stablecoins. Ça va être redonné à la famille Trump, donc ça, ils vont gagner des thunes monumentales, sans compter tout le reste. Donc voilà, en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est un gain positif pour l'écosystème crypto ou est-ce que c'est un gain beaucoup plus positif pour Donald Trump, sachant que tout ce qu'on a là, en fait, on l'avait déjà de manière décentralisée. Il n'y a rien d'extraordinaire avec ce qu'on voit là. Voilà, c'est un peu mon avis sur le sujet, les mecs, ce que je voulais vous présenter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, ils sont très forts, hein, les Trump, c'est clair. Ils sont très, 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 très forts. Après, ils ont une notoriété de malade aussi, donc évidemment, ils lancent n'importe quoi, ça marche. Hein. Mais Trump, il bouffe à tous les râteliers. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Il avait lancé les NFT il y a quelques temps en arrière. Il a lancé les deux mêmes coins, donc le Melania et le Trump. Il a lancé là le World Liberty Financials avec l'USD1 et là un nouveau truc de protocole n'était pas à l'abri que pour la suite il relance encore des autres tokens, des autres machins. Il en profite autant qu'il peut. Mais ouais, voilà, c'est rentable pour lui et il bouffe pour lui, tant mieux. Mais derrière, et ceux qui sont rentrés sur l'ICO, ça a été extrêmement rentable aussi. Hein. Donc ceux qui sont rentrés, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont fait. Franchement, bravo à vous. Moi, je l'aurais pas fait. Mais ça a été une erreur. Avec le recul, on voit que ça a été une erreur. Mais en même temps, à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'explication. Je ne sais pas sur quoi vous étiez basé juste pour faire votre analyse sur le fait de rentrer sur le truc. Mais je pense qu'en fait, passer un stade, quand tu as des mecs qui ont des notoriétés comme ça, en fait, tu peux te dire, je rentre. Parce que dans tous les cas, il n'y aura pas de fondamental où en fait, tu t'en fous et tu revends lors de l'ICO. Parce qu'en général, lors de l'ICO, après, ça pump. Quoi. Donc voilà, un petit peu ce que je pensais un peu de ce truc. Mais félicitations pour tous ceux qui sont rentrés sur ça quoi, et qui ont pu gagner de l'argent.